Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, directement de Mont-Saint-Hilaire, au Québec, Canada. C'est le Vidéorandia du samedi soir en direct et en reprise par après. Avec la fonte des neiges et les pluies qu'on a eues les derniers jours, les petits ruisseaux regorgent. Nous étions le samedi 1er mai 2021 pour le Vidéorandia numéro 18. Les entendez-vous? Eh oui, c'est le Festival des Grenouilles du printemps. Conception, animation et montage de Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Notre invité, M. Alain Niala, philosophe consultant avec lequel j'aurai un entretien un peu particulier, un peu privé, puisqu'on fait la revue des premiers Vidéorandia depuis le début de l'année 2021. Il y a 1 heure de disponible dans le club créé pour les abonnés du mois de mai. Ne manquez pas de lire le complément Surprenant de Gilles Surprenant qui ajoute du contenu à toutes les nuits à partir de la diffusion du samedi soir. Le lien est ici, juste en bas du Vidéorandia, le premier commentaire épinglé au-dessus de tous les commentaires. À la régie, Spirale. Conception du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaster. Bonne écoute. Bien oui, déjà rendu au mois de mai 2021. Et que le temps passe vite, hein? L'an prochain, 2022. Et après, le fameux 2023, fin février 2023. Vous avez remarqué depuis quelques temps, je reçois des invités canons. Des gens qui ont fait leurs marques dans différents domaines. Et c'est souvent même des fois une première ou un retour d'un très ancien que j'avais rencontré il y a 30 ans, comme dans le cas de Jean-Pierre Petit ou de M. Rainsford, Emmanuel Rainsford, le physicien. On parle aussi de beaucoup de science. Hein? On s'éloigne un peu de l'ésotérisme à proprement parler. Et je pense qu'à l'époque des Grecs, les scientifiques étaient aussi des philosophes, et les philosophes étaient aussi des mathématiciens, des géomètres. Alors, vous venez d'entendre le mot philosophe, on en a un avec nous souvent, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'on ne l'a pas eu avec nous. Il s'agit de Alain Niala qui est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour. Ça va bien toi? Ben oui. Ben bravo. Alors, je ne sais pas si tu nous as suivis tous les samedis ou à reprise plus tard ou dans le club créé. À l'occasion. À l'occasion? Bon. Dis-moi, quel nom tu te souviendrais là, en premier, comme ça, d'un premier coup, là? Franck Athème, surtout. Franck Athème, oh oui. Oui. Ben ça, moi, j'ai lu ce qu'il a publié et tout, là, je le connais bien. Puis Ransford, puis... Ah oui, Emmanuel Ransford, OK. Jean-Pierre Petit, ça, tu n'avais entendu parler déjà. Oui, je le connais, je l'ai lu, oui, ça, je l'ai vu. Depuis quelque temps, je me sens une pression d'amener mon public vers une compréhension de quelque chose de cosmique. Et à travers les questions, les cheminements qu'on fait, nous autres, ensemble, depuis 45 ans ici au Québec, c'est de réaliser, ça mène où tout ça? Là? On s'en va où avec tout ça? Parce qu'actuellement, le monde est en suspens. Hein? Je ne sais pas comment tu vois ça. Là, je te pose la question et je te laisse la parole. Mais le moment présent, on dirait qu'on est comme un no man's land. On est comme... Tu sais, c'est toi qui nous as appris le mot... le papillon, qui est d'abord une chenille. Transformation de la chenille en papillon, oui. Qui va se transformer en papillon, elle rentre dans son cocon, elle se fait un cocon. Puis là, elle est dans une phase... imaginale. Bon. Alors, es-tu d'accord que ça ressemble un peu à ça, ce qui se passe dans notre société? On va se transformer. Là. Le monde, dans 20 ans, ne sera plus du tout, donc dans une génération, ne sera plus le monde de notre génération. Non, c'est sûr qu'on est dans un genre de chaos imaginal à plusieurs égards. Là. Un des premiers aspects, c'est le confinement lui-même. C'est sûr que le confinement lui-même, à quelque part, ça rappelle figurativement le cocon. Oui. C'est-à-dire que on se retrouve renfermé dans un espace restreint, comme dans les rites initiatiques, les rites de passage de l'époque des rites d'Élusis, ou chez les philosophes grecs anciens, ceux qui étaient particulièrement plus chamaniques, là, comme Parménide,
il y avait une expérience mystique qui était atteinte par le confinement. C'est-à-dire que les gens étaient placés dans des cavernes, dans un état de méditation profond. En Égypte, il y avait des initiations comme ça qui se faisaient littéralement dans des sarcophages. Oui. Pour donner, en fait, une expérience de mort rapprochée, plus ou moins, là, à différents degrés, avec différents degrés d'intensité, d'initiation. Mais l'idée était que, par le confinement, on pouvait atteindre un autre plan de conscience. Bon, c'est évident que le confinement dont on parle maintenant, on le subit. Donc, en lui-même, il n'offre pas des états de conscience altérés de grande qualité. Au contraire, on a pu constater que ça créait plutôt de la détresse psychologique, des difficultés pour beaucoup de personnes, une augmentation même de la violence conjugale, un sentiment d'enfermement, des impatiences, toutes sortes de stress au fond. Mais c'est tout de même intéressant de penser que d'une certaine façon, ça donne l'occasion pour ceux et celles qui pourraient avoir une attitude plus méditative, de prendre du recul, de rentrer dans un processus de transformation intérieure. Et c'est là que l'aspect chaos imaginal est intéressant. Hein. On l'a déjà dit, il ne faut pas trop se répéter, mais que à l'intérieur d'un cocon de papillon, si on ouvre ce cocon-là et qu'on regarde ce qu'il y a dedans, on ne retrouvera plus la chenille qui y était, mais en fait un chaos cellulaire. Une bouillie, comme une bouillie. Un genre de cancer, mais là, évidemment, c'est un processus naturel, c'est pas une maladie, mais ça veut dire que la chenille n'est pas seulement dans un état où elle va se transformer dans le sens qu'il va y pousser des ailes. C'est plus complexe que ça parce que les deux formes sont beaucoup trop différentes. Donc, elle commence par rentrer dans une espèce de chaos, puis à la suite, elle se reforme. Et on appelle ce chaos, on l'appelle imaginal, et on dit que les cellules qui font partie de ce chaos-là sont en fait des cellules imaginales. Puis moi, j'avais fait grand cas, on va quand même récapituler ça, que c'est en fait le but de l'évolution de la chenille. Hein, en fait, tout ce qu'elle a à faire, c'est manger. Hein. La chenille, toute sa vie, est comme un gros consommateur. Là, je veux dire, elle se promène sur les feuilles, elle mange. Oui. Compulsion de à peu près pas d'autres comportements. Là. C'est à peu près la société avant. Là, mais oui, c'est ça. Là, la métaphore est intéressante. Oui. Et là, consommation. C'est ça. Dans le concombre, ça ne devient plus tout à fait la même chose. Ça ne devient plus possible. Il y a une transformation qui se produit. Et quand elle va émerger du cocon, elle va être dans une autre phase. Et les ethnologistes, les spécialistes qui étudient les insectes, vont dire que quand elle émergera ce qui va émerger du cocon, ça va être l'imago. Nous, on appelle ça un papillon, puis je veux dire, c'est un papillon, mais les ethnologistes, eux, appellent ça l'imago, c'est-à-dire la forme parfaite de l'imaginal. Comme Jung, quand il parle de l'imago Dei, l'image de Dieu. Donc, le but, en fait, la finalité de cette chenille qui se transforme en quelque chose d'autre, en fait, un papillon qui déploie ses ailes. Puis le papillon, lui, il mangera plus de sa vie. Donc, il est rendu comme sur un autre plan, figurativement. Lui, il va boire, il va voler, il va rentrer dans la lumière. Il y a une autre expérience. Il va se nourrir comme une abeille, là, du sucre, des fleurs. Oui, mais c'est vraiment liquide, là, même. La quintessence, là, si on veut. Oui, c'est ça. Puis, qu'est-ce que c'est que ça deviendrait l'être humain devenu imago? Qu'est-ce que c'est que ça aurait de l'air un être humain imago? Est-ce qu'on dirait un état christique ou je sais trop? C'est sûr que dans le moment, on parle métaphoriquement. Là, je veux dire, on ne passera pas de l'état où on était à l'état de surhomme d'un coup. Là. C'est sûr qu'il y a Nietzsche, il y a des penseurs comme Sri Aurobindo qui disaient que l'humain est un être de transition, puis qu'en fait, il s'en va vers le surhomme. Un surhomme, c'est pas tellement qu'il va y pousser des ailes ou qu'il va avoir des supra-pouvoirs comme dans les comic strips ou les histoires de super-héros. C'est plutôt qu'il est dans une conscience capable d'endurer l'éternité. C'est tout à fait différent de la conscience dans laquelle on est, qui est complètement hypnotisée par le déroulement du temps,
puis qui en fait est complètement lié comme par une chaîne à l'instant présent. Ouais. Le surhomme, il a une forme de conscience différente qui est capable d'embrasser l'éternité, de l'accepter, de l'endurer, puis de rentrer dans cette espèce de roue ou de sphère du temps que j'ai déjà expliqué comme étant la 5e dimension. J'ai tendance à présenter des magazines. La dernière fois, c'était le magazine Nexus. Cette fois-ci, c'est le magazine Philosophie. Alors, c'est dans ta sphère, ça, Alain. Mais 2021, on improvise. Comment agir dans l'incertitude? Oui, c'est ça. De son automobile pour essayer de voir au loin. La métaphore est belle aussi. Oui, c'est sûr que c'est une période chaotique et que clairement, la métaphore a beau être tentante, on n'est pas rendu là. Je veux dire, les évolutions dont on est en train de parler, la mère, la conjointe de Aurobindo, évoquait que ça se produirait dans 100 000 ans. Là. Elle voyait pas ça cette semaine. Là. Non, bon. OK. Mais quand même, on sent qu'il va y avoir des transformations sociales, économiques, politiques. C'est ça, exactement. Oui. Alors, c'est des différentes périodes de transformation. Celle-là est définitivement pas l'ultime, la dernière qu'on va rencontrer, mais elle est majeure. Ah oui, c'est vraiment un changement de paradigme majeur. Et c'est normal qu'effectivement, elle crée une grande forme d'incertitude parce qu'au fond, on rentre dans l'inconnu. Puis en même temps... Et on perd les valeurs qu'on avait avant le choc actuel. On a perdu déjà la valeur religieuse. Je dis pas spirituelle, j'ai bien dit religieuse. Je parlais la semaine dernière qu'on n'avait pas le petit Jésus à Noël cette année, puis on n'en a pas entendu parler, pas plus qu'on a entendu parler du Père Noël non plus, qui était le symbole justement de la consommation, de la surconsommation. Mais là où c'est pire, avec toi, mais là où c'est pire, attends un peu Alain, je vais te laisser parler après tout de suite, laisse-moi finir. La science aussi a perdu des plumes. Et le coronavirus nous a amenés dans un état où on s'attendait que les scientifiques nous arriveraient avec les solutions, les potions magiques. Et là, on s'aperçoit que même chez les scientifiques, il y a des oppositions, il y a des contradictions, il y a des incertitudes, il y a des gens qui sont certains d'une chose, puis que finalement, on s'aperçoit que, oups, c'est pas tout à fait ça la bonne... Oui, mais ça, c'est en soi, ça fait partie du chaos dont on parle, là, je suis d'accord, mais je dirais pas que c'est un échec de la science, là, au contraire. Là. Je veux dire, ils ont arrivé à produire un vaccin qui aurait pu prendre une décennie à produire, ils sont arrivés à... Bon, on est dans l'humain, donc il faut toujours comprendre que tu es dans une période de l'évolution humaine qui est placée à un endroit quelque part dans l'histoire. Alors, c'est toujours limité. Je veux dire, c'est toujours même un peu ridicule quand on se place dans une perspective plus haute, puis quand on le regarde, puis on essaie de s'imaginer qu'est-ce que des historiens pourraient comprendre de notre période, mettons, dans 100 ans ou dans 200 ans. C'est sûr qu'à chaque fois, on voit que le développement n'est pas aussi optimal qu'on pourrait le souhaiter. Mais en même temps, moi, je dirais qu'on vit au contraire une période historique où, pour le meilleur et pour le pire, la science a marqué de nombreux points. Parce que c'est quand même... Je suis pas sûr de ça, moi, Alain. Écoute, mon point de vue, c'est que le docteur Raoul est arrivé en disant l'hydroxychloroquine, et puis la méthode à utiliser, c'est pas du vaccin, c'est Oui, non, je comprends cette chicane-là. Et là, on a eu 2 écoles, on a même été trahis par des magazines scientifiques comme ceux qui ont rapporté que l'hydroxychloroquine avait fait les preuves que c'était pas bon, puis tout ça. Puis à un moment donné, on s'aperçoit que c'était pas fondé sur des faits scientifiques. Il y a des tiraillements derrière des intérêts financiers à gauche, à droite. Oui, mais ça n'a rien à voir avec un échec de la science, ça a à voir avec des intérêts financiers, des agendas pharmaceutiques, des agendas politiques. Ça, c'est sûr, mais c'est pas nouveau, là. Il s'agit pas de... Mais on ne sait plus qui croire. On ne sait plus sur qui se fier. Mettons qu'on ne parlera pas de croyance, on va parler j'allais presque dire de certitude. Qui va nous amener la certitude qui est un bon capitaine du navire pour nous dire on suit les ordres du capitaine parce qu'il sait où ce qu'on va aller? Curieusement, je pense pas que ça soit si souhaitable.
Parce que, évidemment, historiquement, là, quand on regarde les certitudes dans l'histoire, ça a toujours été la cause de tous les abus possibles et imaginables. Entre autres, précisément, justement, dans le chicane que tu évoquais, c'est que la certitude que le glucosine, ça marche pas dans un certain milieu politique. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'ultime vérité. Là. Non, qu'il y ait du débat, c'est naturel, c'est intéressant. La science s'est toujours construite à partir de débats féroces qui incluent une marge d'erreur, puis le refus d'idées nouvelles. Puis, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Puis on ne peut pas s'imaginer que dans une période de crise où l'intensité des enjeux, la pression socio-économique, écoute, là, il y a quand même eu des centaines de milliers de morts aux États-Unis, des millions dans le monde. On peut s'attendre à ce qu'il y ait de la chicane pour arriver à une solution au plus vite. Donc, au contraire, une grande variété d'opinions, puis même littéralement des conflits, puis des prises de contrôle. Puis, je veux dire, tout ça, ça s'observe dans le moment, puis c'est normal et inévitable. Là, qu'est-ce qui va dans le sens du mieux? Je ne dirais même pas vraiment tellement me prononcer, sauf que, comme souvent dans nos échanges, puis c'est pour ça qu'on s'y plaît, là, il y a une différence entre un sentiment qu'on peut avoir, par exemple, qu'on est rendu ailleurs, puis que dans ce chaos imaginal, il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer à la moulinette. On est en train de faire le ménage, entre guillemets, de toutes sortes de vieilles croyances et on est en train d'avancer vers un nouveau paradigme. Mais il ne faut pas non plus super simplifier puis penser que c'est réglé. Tu sais, les religions, c'est fini. Il n'y a jamais eu plus de musulmans dans le monde. Il n'y a jamais eu plus de... Je veux dire, à quelque part, on n'est pas... oui, c'est ça, plaidoyer pour la nuance. Oui. Celui-là, c'est le mois de janvier 2021. Là. Tout le magazine traite sur ce sujet-là par différents intervenants, dont la plupart des philosophes comme toi, Alain. Et c'est intéressant de voir que la philosophie, je pense qu'elle a un rôle extrêmement important à jouer dans les moments, justement, de remise en question des valeurs, des modus operandi. On se dit, il y a quelqu'un qui réfléchit, là. Y a-tu quelqu'un, là, tu sais, quand on dit, y a-tu un pilote à bord, là? C'est pas le capitaine, nécessairement le pilote. Mais au moins, c'est quelqu'un qui a une capacité de gérer le changement, l'imprévu, et être capable de... Alors, allez, mon philosophe Alain. Oui, mais je veux dire, c'est effectivement gagnant de réfléchir un peu. C'est qu'il y a beaucoup de choses dans les débats dont on parle, que tu as commencé à évoquer, etc., qui viennent d'une pulsion vers l'affirmation, vers la croyance, vers l'adhésion, avoir le plus d'adhésion possible pour une hypothèse, pour une approche, pour... je veux dire, ça ne veut pas dire que ça fait l'objet d'une réflexion. Chacun pose son agenda, est arrivé à certaines conclusions dites scientifiques ou politiques ou propose une solution, etc. Mais l'aspect critique, puis l'affaire, c'est que les gens confondent. La critique, c'est pas juste gueuler contre. C'est trouver des arguments rationnels pour voir si telle approche offre vraiment tous les avantages qu'on prétend qu'elle offre. Et on gagne à nuancer. Puis de toute façon, il y a un moment donné ou un autre où on le fera pas parce qu'il y a des décisions à prendre, puis que en plus ça se fait dans l'urgence. Donc oui, à différentes occasions, il y a des mesures qui ont été prises, il y a des solutions qui ont été trouvées qui étaient largement défaillantes. Il y a eu beaucoup de mensonges de circuler à tout moment dans le monde politique, dans le monde social, des fausses preuves scientifiques, tout ce qu'on veut, là. Ça, c'est sûr. Mais je dirais que mon sentiment dominant, c'est que c'est une crise qui permet des transformations très intéressantes en réalité. C'est une grande opportunité. C'est comme si s'était accumulé pendant des décennies des problèmes
qu'on n'adressait pas du tout, sur lesquels aucune question était soulevée. On les balayait sous le tapis, on était constamment dans le déni. Même au début de la pandémie, il y a eu une longue période de déni, il y a eu une longue période de choix politiques aberrants, irresponsables. Bon. Et quand là, les interventions qui ont eu lieu, je suis loin de les endosser toutes, mais ce que j'ai endossé à différentes reprises déjà entre nous, etc., c'est d'accepter tout de même le réel, d'accepter qu'est-ce qui, en fait, est en train de se passer, puis comment on peut effectivement trouver des solutions à ce qui est réellement en train de se passer, plutôt que d'être dans toutes sortes d'autres hypothèses qui nous éloignent, en fait, de la rencontre avec le réel. Puis regarde, parlant de réalité, c'est ça que tu nous disais au Vidéorandia numéro 51, on s'en va vers une réalité nouvelle. Et il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils se disent, écoute, la réalité, elle ne peut pas changer. Bien, les valeurs peuvent changer, puis les moyens utilisés pour s'adapter, parce que l'être humain, si l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter. Ben, d'apprendre à s'adapter, c'est sûr qu'il y a qui aimeraient mieux comme des robots, où ils ont un programme, puis ils marchent comme des robots. C'est pas rien que ça, le problème. L'autre partie du problème, c'est que c'est sûr, c'est naturel même. C'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement éviter, on peut pas en faire abstraction. C'est que, évidemment, les solutions proposées peuvent aller toujours dans des directions extrêmes, c'est-à-dire littéralement s'opposer, parce que selon l'agenda que tu vas, par exemple, être politiquement à droite ou politiquement à gauche, ou tu vas être intellectuellement lié à une certaine communauté. Par exemple, c'est sûr qu'il y a une certaine mainmise de la communauté. Geneviève nous montre cette image-là un peu rapidement, là, mais je pense que tu allais vers ça aussi, c'est que les Américains, on reconnaît Jean Deflore, qui nous a entretenus pendant des semaines, des mois, à l'arrivée des élections. Après ça, au paysage de Trump, la comète blonde, qui était le président des États-Unis, il y en a qui se disaient, écoute, quand est-ce que ça va changer, ce gars-là va s'en aller, pour qu'on revienne à un climat comme avant. Tu sais. Oui, mais je sais pas, finalement, là, comment est-ce qu'il l'appelait, là, pas Sloppy Joe, là, mais en voulant dire... le gars qui dormait un peu debout, là, il vient de faire ses 100 premiers jours, là. Il y a un taux d'approbation rarement vu. Là. Oui, le public américain l'a trouvé bon, il donne une bonne cote. 59 %, c'est pas si pire. pire. C'est quand même pas pire. Trump n'a jamais eu autant que ça, là. Il y a Obama qui a eu plus, mais je veux dire, c'est incrémentiel, puis les autres moins, là. Oui. Moins. Puis il est en place, puis c'est pas juste un résident, c'est un président. Qui crée pas mal de changements qu'on pourrait qualifier positifs, mais on s'entend, ça reste un président américain. Ouais. Donc, il aura peut-être réussi à ralentir le déclin de l'Empire américain, mais il n'aura pas créé un changement de paradigme à ce point total qu'on ne se retrouvera pas un peu dans la même chose. C'est pour ça que je te disais, il y a tout le temps une espèce d'oscillation entre une tendance vers une mutation totale, où on évoque des images comme la transformation de la chenille en papillon, puis au fond, à l'arrivée, on est quand même un petit peu déçu. C'est-à-dire qu'au lieu d'accoucher du surhomme, le cocon, il accouche d'une autre forme de vie quotidienne, pas si tant totalement transformée. Mais moi, je pense pas qu'on va revenir à la même normale. On va revenir à une vie plus normale, mais il faut que ça change, là, à beaucoup d'égards. Et on observe que c'est déjà en train de le faire, et on va avoir d'autres défis. C'est loin d'être la pandémie, là, tenez-vous bien après votre chaise, c'est rien à côté de ce qui s'en vient, là. Ben, on sent que... Ça fait des décennies qu'on en parle et qu'on sait qu'on va devoir se retrousser les manches pour créer des changements beaucoup plus profonds que ceux auxquels on a été exposés dans le moment. Dans le moment, on est exposé à des changements liés à une crise.
Alors ça, c'est sûr, c'est intense, c'est dérangeant, c'est limitant. Il y a une certaine suspension des libertés individuelles. Il y a des choses là, vraiment qui interpellent, là, ce qui ne veut pas dire que c'est ça vers quoi on s'en va. Mais par contre, penser qu'on va revenir à la normale comme avant, c'est un point tournant. Là. C'est un peu comme le 11 septembre à une autre échelle. C'est une échelle plus politique, mais le 11 septembre, ça a créé des changements. On n'est jamais plus revenu comme avant. Ouais. Et cette pandémie-là, c'est plus sévère en réalité. Il y a beaucoup, beaucoup plus de victimes. Ça se compare pas, là. Et il y a beaucoup plus de conséquences économiques, il y a beaucoup plus de conséquences sociales, etc. Donc, quand on va arriver à voir un peu la lumière au bout du tunnel, il faut continuer d'espérer que c'est pas un train qui arrive en sens inverse. J'en profite pour présenter un peu les contenus de nos vidéos Randia depuis depuis le début. Là, avec toi, là, on fait comme la mise au point là, de tout ça. On a reçu Jimmy au vidéo Randia numéro 6. Et soit dit en passant, là, la plupart des invités qui viennent aux vidéos Randia, c'est les mêmes qu'on retrouve dans le club créé. Là, on peut faire entendre et faire voir des choses qu'on n'ose pas prendre le risque de mettre ça sur un vidéo Randia sur YouTube. Alors, sur mon serveur dédié, privé, on met ça, ces informations-là. Alors, le plan concernant la pandémie, il y a un agenda, il y a un plan. Le coût de la vie, tout va coûter vraiment cher et les lignes d'approvisionnement d'alimentation en particulier vont subir un gros choc dans les semaines qui viennent. On va s'apercevoir qu'on a moins de nourriture dans les magasins d'alimentation, que tout coûte de plus en plus cher, on s'en aperçoit pour la construction. Un 2x4, ça coûtait 40$. Aujourd'hui, ça en coûte autour de 80-85$. Pour le même morceau de bois, quand il a été coupé, il ne coûtait pas ça, puis il est rendu qu'il coûte cher maintenant si on veut se le procurer. Mais non, mais d'une part, on est en pleine crise, d'une part, puis d'autre part, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, c'est pas nouveau. Ben oui, ça a toujours été plus cher 10 ans plus tard que ça l'était 10 ans auparavant. Oui. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais là, ça n'aura pas pris 10 ans, là. Ça va s'être fait, là. Quand on s'était vu la dernière fois qu'on s'est parlé, la gasoline était autour de 1$ et même moins $1 le litre. Aujourd'hui, 1,35 le litre. Oui, mais de toute façon, l'idéal, c'est de passer à une autre forme d'énergie. Ça fait partie d'une danse un petit peu compliquée, là. Ouais. Ça dépend sur quoi on fait le focus, et je pense que c'est un petit peu inutile de faire le focus sur ce qui peut créer un stress supplémentaire ou une impression d'insécurité supplémentaire. Alors que ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que, oui, comme avait dit Pauline Marois, il va y avoir des tribulations. Ça vient, c'est la définition même de ce que c'est qu'une crise. Mais penser que il n'y a pas de solution à ça, alors qu'en fait, il y a plein d'intervenants qui cherchent des solutions de toutes les façons, de tous les côtés, développent des politiques. Il y a des entrepreneurs aussi sur le plan de la vie économique. Là. C'est pas juste le politique qui décide de ça. Il y a des gens qui prennent des initiatives, il y a des technologies qui se développent, etc. Donc, on est en pleine période où, oui, si on regarde un secteur, ça va plus mal que ça allait. Puis là, si on regarde un autre secteur, ça va mieux que ça allait. Alors, effectivement, c'est ça le changement de paradigme. Oui. C'est évident que si... Mais l'idée d'un plan, derrière moi, on voit une autre émission, la suite, là, le vidéo Randia numéro 7, avec M. Daniel Aran, qui est l'auteur d'un livre dont le titre laisse pas de questionnement. Hein, c'est la plus grande tromperie de l'histoire humaine. Oui, mais là... avec le phénomène extraterrestre. Ça, c'est un autre sujet. Le plan laisse entendre qu'on va entendre parler d'extraterrestres. Ça va devenir une chose qu'on va à peu près normaliser dans les mois, les années qui viennent, parce que on prépare un gros show-off planétaire où il y aurait probablement des faux extraterrestres de fabrication théâtrale pour induire les gens dans une espèce de conscience collective. Parce que déjà, on l'avait dit au début des années 80 sous Ronald Reagan, aux Nations Unies, il avait dit, s'il y avait une menace qui arrivait de l'espace, je pense qu'on arrêterait de s'entre-chicaner entre nous autres, on ferait corps. Non, je comprends, c'est un vieux mythe, ça, que l'ennemi commun.
tourner l'attention vers un ennemi commun, comme Ouais. là, la pandémie, en fait, à la Ouais, ouais. limite. Ouais, ouais. C'est déjà ça, d'une certaine façon. Oui. C'est-à-dire que on a quand même, malgré tous les tiraillements puis les chicanes politiques qui sont loin d'être terminées, là, quand on regarde le bloc Est-Ouest, quand on regarde... Il y a des choses qui sont en train de se réactiver, là, des rivalités qui sont en train de se réactiver, mais tout de même, le niveau de collaboration est un petit peu sans égal par rapport à ce qui aurait été il y a quelques décennies à peine. Donc, Les je tensions. pense que la difficulté à ce niveau-là, Oui. c'est de toujours, je suis toujours un peu sceptique, moi, pas qu'il y ait des réalités alternatives ou qu'il y ait des choses qui se trament en coulisses, ça c'est l'évidence même. Mais l'idée qu'il y a un seul plan qui se déploie, quand on voit la confusion avec laquelle il se déploie, s'il y avait un seul plan, il se déploierait mieux que ça. D'après moi, il y a tout simplement différents agendas qui se déploient, chacun à leur rythme, puis qui essayent, tant bien que mal, d'arriver à quelque chose. Et pour moi, c'est justement ça, un changement de paradigme. Prendre à un niveau plus simple, il s'agit donc de reformuler les valeurs, puis la conscience, puis les échanges collectifs qu'on va avoir dans l'avenir. Donc, évidemment, c'est pratiquement naturel qu'il y ait différentes factions qui se développent. Donc, il y a des groupes qui vont défendre des arguments, puis des politiques, puis des agendas qu'on pourrait qualifier de dominateurs, autoritaires, qu'on pourrait qualifier de capitalistes ou d'extrême droite d'une part. Et il y a des groupes qui vont défendre des agendas de partage, de renouveau social. Oui, mais on dirait que plus ça change, plus ça va revenir au même. Quand tu nous dis, oui, on dirait que les tensions reviennent là, militaires. Ah ben, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est comme si, bon, quand ça va être terminé la pandémie, bon, ben, on va avoir oublié toutes ces prises de conscience qui nous auraient fait évoluer un petit peu pour reculer, pour se dire, bon, ben, on recommence. On refait les mêmes affaires et peut-être on va se répéter la même chose qu'on se disait avant. On va trop vite, on va frapper le mur. Il y a un mur qui s'en vient, on va tomber dans un ravin, on n'aura pas le temps d'arrêter. On se disait ça là, dans les années 2018, 2019. On voyait que ça s'en venait trop vite. Oh mon Dieu, on disait ça depuis les années 70. Comment? Moi, ces discussions-là, je les avais déjà dans les années 70. Là, je veux dire, il y a rien de si tant nouveau, à part le fait qu'on y est. Ouais. Donc là, maintenant, on est rentré dedans. On est dans cette période de changement qu'on annonçait déjà depuis 3 décennies. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Ouais. Le problème, c'est qu'on présume que l'être humain est conscient. Ça, il faut que ça soit redit et redit et redit, parce que on part d'une hypothèse qui est fausse. Toute la psychologie qui étudie l'humain est basée sur l'idée que l'être humain est conscient et responsable, alors que la tradition ésotérique nous répète, même si on ne veut pas l'entendre, que c'est pas totalement vrai. Ouais. Alors, on a une capacité cognitive, on est capable de se réveiller puis de se brosser les dents. On a un monde psychologique riche, entre guillemets, supérieur à celui des mammifères ordinaires, mais en fait, on reste totalement subjectif, totalement la proie de nos émotions, totalement la proie de nos préjugés. Puis, à cause de ça, évidemment, toutes les évolutions dont on peut rêver vont toujours être beaucoup plus lentes qu'on l'imagine. C'est très bon. Ce que tu dis là, Alain, c'est fondamental. C'est fondamental. Oui. Moi, j'en parlais encore la semaine dernière. Il y a les iliques, les psychiques, les pneumatiques. 3 niveaux de conscience chez l'être humain. L'animal, instinctif, etc. Le corps passe en premier. L'intellect, attention, les gens intelligents, là, on les met au milieu. Ils sont quand même évolués, ils ont une tête, ils sont capables mais ils vont se faire dépasser bientôt par l'intelligence artificielle. Ça va être beaucoup plus efficace que l'intelligence humaine. Et arrive le 3e niveau, et là, c'est les pneumatiques, c'est-à-dire pneuma. Hein. Toi, tu connais l'étymologie de ce mot-là, là, c'est le souffle, c'est le souffle de l'esprit. Hein. Et
même Jean-Pierre Petit, la semaine dernière, dans le Club Créé, on l'entend nous dire l'intelligence, c'est pas le bout. Le bout, là, c'est la voix du cœur. Mais là, moi, j'ai interposé l'image du Sacré-Cœur de Jésus sur les propos de Jean-Pierre Petit en me disant, il met le doigt dessus, là. Parce que c'est pas la tête intelligente, là. Le cerveau électronique va dépasser ton cerveau biologique, ça c'est sûr. Mais la voix du cœur, c'est là où tu obtiens l'équilibre. C'est ça qui est un petit peu ésotérique. Je voudrais dire en passant que on va recevoir encore M. Daniel Arand, pas bientôt, mais probablement au mois de juin. Mon comité de lecture a passé à travers les 2 livres de Daniel Arand, les 2 plus récents, et ils sont renversés comme c'est de très haut niveau, la communication qui est dans ces livres-là. Daniel Arand n'est pas un contacté. Daniel Arand est allé voir tout ce qui s'écrivait en français et en anglais sur les contacts, sur les messages, sur toute l'ufologie. Il fait un condensé très intéressant. Alors, au lieu de perdre beaucoup d'énergie, d'argent et de temps à aller lire plein de livres dans l'ufologie, lui fait le condensé de tout ça et ses conclusions sont percutantes. Alors, plus tu avances dans le livre, plus tu es rivé sur ta chaise et moi-même, je me suis rendu jusqu'au bout parce que ça va très loin, on va en reparler. On va regarder la suite de ça. La radioactivité, c'est la vie. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait montré des scènes de l'église tout près de chez toi. Je l'ai vu lui aussi. Oui, tu l'avais vu, celle-là? Alors lui, là, Pierre-Henri Bernazet, on va le retrouver au mois de mai. Ah, c'était promis, on va parler de Bernard de Montréal. Et par le fait que lui a dit à l'émission de lui-même, Bernard de Montréal, c'est un des plus grands initiés que la Terre ait possédé dans les dernières années, alors que Bernard est mort en 2003. Mais quand même, les messages sont tous enregistrés, sont entendus, sont répétés partout. Et je me suis dit, Pierre-Henri, il va falloir que tu viennes sur l'émission. Tu as l'air d'être imbu de messages de Bernard. Et on a découvert avec ce gars-là quelque chose d'intéressant que toi-même tu avais rencontré, notre Martin des Bois au Québec, en plein bois, vraiment là, de manière autonome. Mais lui est encore plus autonome. Il n'y a pas besoin d'électricité du courant de l'État, l'Hydro-France, comme nous autres, on a l'Hydro-Québec ici au Québec. Indépendant en eau potable, il est indépendant en nourriture, ou presque, hein, si tu as des poules puis si tu as quelques petits animaux, tu peux t'autosuffire. Il y a des gens qui rêvent de ça, là. Il y a des gens qui quittent la ville, qui veulent aller à la campagne, puis voudraient se faire un petit lopin de terre pour pouvoir avoir de la nourriture. Au Québec, là, ça dure 8 mois l'hiver, hein. Fait que t'as pas grand temps pour faire quelque chose en 4 mois. Là. Nos ancêtres vivaient comme ça, mais une chance qu'ils ont eu l'aide des Amérindiens pour des Autochtones pour être plus aptes à survivre, parce que c'est quand même un peu difficile. Au fond, effectivement, vivre en autarcie puis être indépendant des différents systèmes, c'est un idéal, c'est l'autonomie d'un être humain, là, c'est quelque chose de merveilleux. Mais en même temps, est-ce que c'est une solution pour autant d'habitants qu'on est? C'est toujours ça un peu mon point philosophique sur ces interventions-là, c'est que c'est des partages extrêmement enthousiasmants de voir des individus qui ont fait ça, comme ça peut être enthousiasmant, comme j'avais rencontré un bonhomme qui explorait les volcans. C'est extraordinaire de vivre des vies dans lesquelles tu oses suivre ta propre nature, ta propre impulsion. Puis, mais bon, qui va aller explorer des volcans ou qui va vivre en autarcie réellement, c'est un choix individuel. Alors qu'en même temps, la question, c'est quoi les choix collectifs qu'on peut prendre ensemble? Oui. Là, j'ai passé par-dessus quelques émissions parce que tu touches un point que Peter Moore m'a surpris. Peter Moore, qui a de l'air d'être un gars réactionnaire, qui n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux pour aborder des sujets de plein front. Il a eu des succès extraordinaires sur YouTube en présentant des dossiers bien étoffés, en parlant, entre autres, de l'inflation. Vous irez voir son vidéo, il est extraordinaire. L'inflation, ça ne fait pas l'affaire des riches. Tout coûte plus cher, mais les dettes que tu as n'augmentent pas au même rythme. Alors, en tout cas, c'est toute une histoire. Et lui nous disait,
À la fin, moi, je m'attendais qu'il dirait oui, devenez autonome, capable de vous autosuffire le plus possible, etc. Il est arrivé carrément en disant, ben non, c'est fini ce temps-là. On ne vit plus chacun dans notre bourgade. On vit en société, en groupe. Et on est tellement diversifié que ça prend des centaines de personnes pour répondre à toutes nos attentes, nos besoins, nos exigences. Tu sais, sans ça, si tu t'assois sur le bord de ton petit feu de bois le soir, puis c'est tout ce que tu vas à la pêche pour chercher quelques truites dans ton lac, puis tu viens manger ça, puis tu fais ça tous les jours. Mais à un moment donné, là, tu réfléchis au temps où tu avais d'autres choses à manger que toujours des truites à tous les jours. Oui, mais de toute façon, c'est même pas ça. De la trappe pour attraper des lièvres, puis si tout le monde se met à attraper des lièvres, il n'en restera plus. Non, mais c'est amusant, mais effectivement, c'est pas rien que ça, c'est que c'est presque comme si c'était deux problèmes littéralement opposés, mais complémentaires. Il y en a un des deux qui est celui de l'expérience de la connexion à soi-même. Comme moi, j'ai vécu tout de même, pas si tant en autarcie, mais l'expérience de la quête de vision, là, voyager seul, être dans la jungle, dans le désert, survivre simplement en campant. Bon, et ça, c'est une des meilleures façons, comme le confinement que j'évoquais tantôt, de se reconnecter à soi-même, parce que au lieu de continuellement dépendre d'événements et d'individus et de lectures, tu es dans l'expérience humaine d'être dans la nature, d'être en rapport avec la nature, donc tu te retrouves toi-même. Donc comme expérience individuelle pour se retrouver, pour se reconnecter à soi et à une dimension plus spirituelle, la retraite, vivre en caverne, vivre dans le désert, ça reste un mythe extraordinaire. Et c'est mais pas permanent, c'est une expérience à vivre une fin de semaine ou pendant 2 semaines ou une semaine. Oui, ou plus long encore, moi c'est presque un an, mais le fait est que l'évolution de la conscience va beaucoup plus dans une autre direction. Simplement regarder la planète telle qu'elle est, on est rendu des milliards, c'est sûr que la direction que va prendre le collectif, c'est autre chose. C'est même, s'il y a un changement de paradigme, c'est certainement lié à plus de partage, à des décisions plus collectives, à des mécanismes de régulation qui soient beaucoup plus planétaires. Il y a beaucoup de changements dans ce sens-là qui vont devenir de plus en plus importants. Et c'est pour ça que c'est normal qu'il y ait une résistance à ça. Si je continue à présenter le tour d'horizon, on était avec Pierre-Henri Barnezet. Ensuite, on a reçu un théologien, prêtre catholique, qui a travaillé au Vatican. Alors, il parle italien, etc. Et même aidé, parce que finalement, un jour, il a avoué qu'il aimait une femme. Ben, un prêtre catholique ne peut pas en même temps aimer une femme puis être prêtre catholique. Alors, théologie, ça y reste dans le système. Et il continue à être un humain comme tout le monde, qui vont vivre des expériences humaines. Il a eu des enfants. Et il est devenu un conseiller de Jacques Delors à la création de la Communauté économique européenne. Et donc, un cerveau. Il a même, lui, parlé longuement de ses expériences, tiens-toi bien, à Auroville. Il était là. Il était là durant la construction du Matrimandir. Ah oui, d'accord. J'ai vécu ça moi aussi, on s'est peut-être... C'est un monsieur vraiment, vraiment intéressant, qu'on retrouve aussi dans le Club Créé, où on touche à des sujets beaucoup plus tabous et plus délicats. Mais c'est important de voir que cet homme-là, je dirais, la religion l'a rejoint. C'est-à-dire que des fois, je prends l'expression « As-tu rencontré Jésus ?» J'aimerais, Alain, que tu m'expliques un peu comment tu perçois cette phrase-là. Quand des gens vont dans des centres de décontamination d'alcool ou de drogue ou tout ça, puis ils font des retraites, dans le fond, là, ils font comment est-ce qu'ils appellent ça, là, arrêter de prendre de la drogue. Ils sont obligés de se désintoxication. Désintoxication, exactement. Et il y en a qui disent « J'ai rencontré Jésus ».
aussi bien aussi pour la violence conjugale. Hein. C'est un minding, une façon d'être, une façon de penser qu'il faut que tu changes. Et une des voies qu'ils trouvent parfois, c'est de méditer, de prier, de se référer à une entité spirituelle vertueuse, idéale, un imago, hein? Tiens. Oui, si on veut, littéralement. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont témoigné d'avoir rencontré Jésus, parce qu'ici au Québec, ben c'est l'idéal presque pour beaucoup, mais ça devrait être la même chose pour dans d'autres religions. Il y a quelque chose, on sait c'est quoi être parfait, le plus parfait possible, le plus vertueux possible. Alors, non, mais tu l'évoquais toi-même en parlant d'imago, c'est intéressant parce que au fond, on pourrait le prendre vraiment passablement au pied de la lettre si on se souvient que dans la transformation de la chenille en papillon, l'imago est la forme mature de la chenille. Donc, au fond, l'imago... Ben, il n'est plus chenille, là, il devient papillon. C'est ce qu'on dit. Non, mais l'imago, c'est la phase papillon. Oui. Donc, c'est en fait, Jung disait l'imago Dei, l'image de Dieu. Donc, ce qui veut dire comment on se la représente. Donc, en fait, ça va varier. Et c'est pour ça précisément que, dépendamment des cultures, certaines vont évoquer l'idée qu'ils ont rencontré Jésus, donc le Bouddha, d'autres un archange, d'autres... Ouais. Chez les Grecs, par exemple, il y avait une notion vraiment... Des maîtres ascensionnés, comme d'autres disent. Oui, chez les Grecs, il y avait cette notion que moi, j'affectionne beaucoup, le daimon, Ouais. qui est en fait compte un peu synonyme avec ce que dans le catholicisme on appelait l'ange gardien, tout en étant finalement une expérience psychique autre, parce que c'est pas dogmatique, c'est tout simplement un autre niveau de soi-même. Ah, de soi-même, Alain, c'est précieux ça. Oui, de soi-même, parce que c'est soi-même qui se regarde vivre dans le corps animal et qui est conscient, et c'est ça ta voix de ta conscience, c'est ton toi-même qui te parle pour te dire, écoute, erreur, fais ça, va par là, pense-y comme il faut. Il te laisse libre, il vient pas prendre ta place. Mais à ta mort, tu vas faire face à ton toi-même qui va dire, écoute, là, je te regarde, là, es-tu content de la vie que tu as vécue? Est-ce que tu as réussi à être ce que tu aurais souhaité être pour être proche de moi, pour que la pénétration des deux êtres. Autrement dit, celui qui est allé vivre l'expérience dans la terre, dans la matière, et qui revient pour se marier avec son double, son soi-même. Et ça, c'est le Mayutuna dans la tradition tantrique. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas... C'est autre que le moi. Hein? Le moi, lui, est identifié justement, et c'est ça toute la problématique, à son point de vue et à son corps physique. C'est ce qui crée cet attachement-là pour le corps, puis des phénomènes comme la peur de la mort, etc. Tout ça, c'est lié au fait que le moi est profondément attaché, ou l'ego, là, est profondément attaché, c'est synonyme tout simplement, à son existence physique puis à son point de vue particulier. Tandis que le daimon est plutôt une autre dimension qui, elle, a accès à la dimension quantique ou même la dimension spirituelle, l'réalité dont parlait Ransford. Ah, ben ça, on va en parler. Alain, quand tu dis diamond, il ne faut pas penser que ça veut dire démon. Ça peut vouloir dire aussi diamant. Diamond, en anglais. Oui, mais en fait... un être lumineux, un être d'un corps glorieux. Le corps tu as raison de le souligner, mais c'est vraiment le mot dont le mot démon a dérivé, mais c'est parce qu'il faut se souvenir que dans les religions, il y a souvent un phénomène de recouvrement. C'est-à-dire que quand une religion prend de l'expansion, puis littéralement, disons-le, le pouvoir sur une autre, elle va faire des divinités des populations qu'elle a asservies, des démons. Mais c'est courant, là, ça. Je veux dire, c'est une psychologie infantile, du même type que mon père est plus fort que le tien,
Euh, Exactement comme chez des enfants, où une fois que tu as pris une position où tu peux être un peu bully par rapport à l'autre culture, là, tu vas créer des divinités de cette culture asservie, des démons. La semaine prochaine, on va recevoir Denis Jutras. Je l'ai reçu, on le voit ici, le Vidéorandia numéro 10, qui était disparu de la distribution sur YouTube parce qu'il s'est passé tout un tas de phénomènes en même temps. J'éclaircirai toute la situation avec Denis, on s'est entendu là-dessus, parce que on a été obligé de retirer le Vidéorandia à ce moment-là. On a laissé retomber un peu la poussière parce qu'on a fait quelque chose dans le Vidéorandia qui a dérangé du monde à un point incroyable. Et on va justement, avec ce qu'on vient de dire là, Alain, on va essayer de remettre l'équilibre dans tout ça et d'avancer. Parce qu'en effet, vous vous souvenez, Denis Jutras, excellent, c'était au moment où la rivière Richelieu était glacée. Et on pouvait traverser la rivière Richelieu à pied sec sur la rivière, sans chaloupe, sans traverser par un pont, simplement en marchant. Hey, on marchait sur l'eau. Et à ce moment-là, on a essayé de traverser. Maintenant, la rivière a fondu. La glace a fondu. Il n'y a plus moyen de traverser à pied sec, à moins d'avoir un pont ou d'avoir une embarcation. Alors, on va se parler justement de la création du pont, de l'embarcation, pour retrouver et refaire le contact avec l'étranger de l'autre rive. Tu sais, nous autres, on vit sur notre rive. Si on n'a pas de pont et on n'a pas de chaloupe, ben, on a une occasion de se rencontrer, c'est quand la rivière est gelée, puis ça ne dure pas longtemps. Puis à un moment donné, on peut se faire prendre du mauvais bord de la rivière, qu'on est resté prisonnier de l'autre côté, parce qu'on est allé trop longtemps curieux, fouillé, puis là, ben, on est pris là. Alors, c'est une belle métaphore, puis lui-même, Denis, a trouvé ça formidable, parce que j'ai senti que c'était le gars qui nous permettait d'aller voir l'étranger, alien, pas nécessairement l'extraterrestre avec des antennes sur la tête, là, mais le corps étranger qui est dérangeant. Et une maladie, quand on a une maladie, c'est que notre système immunitaire n'est pas capable de gérer l'étranger. Et l'étranger prend la place, veut prendre le contrôle, veut peut-être te détruire de l'intérieur, là, ça, c'est le problème de la maladie, mais c'est comme Béchamp, contrairement à Pasteur, qui lui inventait l'armée, il faut développer l'armée, on va se battre contre Béchamp, qui était juste de l'autre côté de la rue de Pasteur, Antoine Béchamp, qui lui disait « La maladie n'est rien, le terrain est tout ». C'est-à-dire que si tu es en santé physique, psychologique, psychique et spirituelle, la maladie ne réussira pas. C'est sûr que c'est relatif, on le sait aujourd'hui, hein, on peut envoyer quelqu'un à la mort par un microbe, par un virus. Non, mais en fait, c'est comme toujours, c'est intéressant ça, parce que c'est sûr que cet homme était brillant et qu'il avait compris quelque chose de vraiment fondamental, la nature psychique de la guérison, comme aussi la force que le système immunitaire a tout naturellement. Ça, c'est des éléments très, très, très importants. Puis de voir uniquement les virus comme des causes extérieures, sans comprendre toute l'espèce d'écologie qui les met en rapport et avec le monde naturel et avec notre monde biologique à nous, c'est sûr que le problème, c'est toujours ça. C'est que ce soit les scientifiques ou les psychologues ou les philosophes, au fond, l'être humain est toujours en train de goûter de l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que son hypothèse est bonne, puis celle de l'autre est mauvaise. Il s'arroge le droit de penser ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et il polarise constamment. Il n'est pas capable de penser au-delà de deux. Il est toujours en train de penser positif, négatif, deux éléments qui s'opposent. C'est au moment même où Béchamp, tu dis? Oui, Antoine Béchamp. Oui, c'est ça. Contre au Louis moment Pasteur. même où il dit, au moment même où il dit que la maladie n'est rien, là, le virus n'est rien, là, ben, il est tout de suite en dehors de la Non, il ne dit pas que le virus est rien. Non, non. Il a bien parlé de la maladie. Le virus va te donner une maladie. La maladie n'est rien parce que le virus ne réussira pas à faire son travail de destruction. S'il est en santé. Je comprends le raisonnement. Oui.
Je le comprends le raisonnement, mais ce que je veux dire, c'est que ça sera vrai, sauf quand ça va être faux. Tu sais, Comme les tout le nihilistes, reste. actuellement, il y a des nihilistes qui disent, ah, il n'y en a pas eu de coronavirus. Arrêtez donc, Oui, c'est une oui. invention. Ben oui, il y en a un Des coronavirus. négationnistes, oui, des Bon. négationnistes, c'est Il y a une sûr. différence entre ça et dire, il y a une maladie, mais peut-être pas aussi épouvantable qu'on l'a dit. Peut-être qu'elle l'est pas aussi parce qu'on a pris les grands moyens pour éviter qu'elle devienne aussi Mais épouvantable c'est que ça. ça aurait pu C'est devenir. que faut se rappeler que chez nous-mêmes, chez les Autochtones, il y a eu des milliers, sinon des millions de victimes quand ils sont rentrés en contact avec les virus qui venaient de l'Europe. Ah oui. C'est que tu peux avoir un système immunitaire très, très capable de gérer toute ta flore microbienne qui appartient à un milieu dans lequel tu as évolué pendant des millénaires. Là. Ça, c'est une affaire. Mais quand il y a une source étrangère, justement, c'est ça, là, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans le dialogue par rapport à l'autre. C'est que là, la menace devient beaucoup plus grande parce que le système immunitaire n'a pas eu le temps d'apprendre. C'est ça toute la logique du vaccin, c'est lui envoyer un message pour dire, c'est ça dont on parle, je veux dire, prépare-toi, c'est ça l'envahisseur. Donc, à la limite, il y a des précurseurs qui viennent nous dire, ben là, il y a quelque chose qui s'en vient. Tu sais, ça fait des décennies qu'on parle de cette période qui s'en vient. Là. Parce que il y en a qui voient un peu plus loin que d'autres. Mais de toute façon, tous autant que nous sommes, nous voyons avec notre point de vue. Et c'est ça le problème, c'est l'incapacité à penser au-delà du le troisième terme, la réconciliation des contraires. Je reviens toujours là-dessus parce que au fond, c'est mon cheval de bataille à moi. J'ai créé le tarot de la paix, par exemple, parce que cette paix dont je parle dans le tarot, c'est celle qui vient de la réconciliation des contraires. Dans un questionnement, dans une crise, les choses se présentent toujours comme polaires. Le bien est d'un bord, le mal est de l'autre, le vrai est d'un bord, le faux est de l'autre. Et c'est évolutif parce que ça permet un brassage, puis un échange d'idées, etc. Mais en réalité, c'est certain que la vérité n'est jamais là. Moi, ça m'amuse, il y a des gens qui m'envoient des messages, voici la vérité. Tu sais, quelqu'un quelque part, a déclaré sur un site YouTube la vérité. Puis là, supposément, il y a des gens qui veulent censurer la vérité. Donc, par exemple, cette vérité a été censurée par Facebook ou par... Mais non, par définition, ça peut pas être la vérité, cette chose qui est véhiculée. Ça peut être un argument, ça peut être intéressant, ça peut être un fait, ça peut être un rêve, ça peut être une illusion, ça peut être tout ce que vous voulez, mais la vérité ne peut émerger que de la fusion des contraires, de la rencontre de cette vérité proposée avec d'autres vérités jusqu'à ce qu'on trouve une vérité au-delà, dans une espèce de tierce dimension. C'est comme s'il faut penser au moins en 3D, alors que moi, je suppose qu'on serait beaucoup mieux d'apprendre à penser en 5D. Mais penser en 2D, bien puis mal, positif, négatif, ça ne nous mènera jamais nulle part. Alain, je vais être obligé de t'arrêter. Ça fait déjà plus qu'une heure. C'est bien pour le vidéo Randia du samedi soir. Donc, vous voyez déjà notre invité de la semaine prochaine qui s'en vient. C'est le retour de Denis Jutras, métaphysicien, qui a été vraiment très, très intéressant et très aimé. Malheureusement, la vidéo à cette époque-là n'a pas duré longtemps sur YouTube. Il est revenu, hein, je vous l'apprends en primeur, il est revenu sur la pointe des pieds. On n'en a pas parlé, mais si vous allez voir dans les archives de Vidéorandia, vous allez voir que si vous reculez au Vidéorandia numéro 10, ben, il est là, puis il est disponible à tous, incluant le scandale que ça avait été à travers ce qui va se passer dans le Vidéorandia numéro 10. Gardez ça pour la semaine prochaine, on va en parler, on va expliquer exactement ce qui s'est passé, puis pourquoi on l'a retiré d'Internet pendant un bout de temps. D'un commun accord, Denis et moi, là, on s'est dit on arrête ça parce que où ça va finir. Alors voilà, pour maintenant, je vais vous dire que c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Alain, merci beaucoup. C'est fort intéressant. Je souligne une chose, c'est que tu es un philosophe, mais tu es un philosophe pratique pour tout le monde.
c'est que tu donnes des consultations. Ça, c'est plutôt rare. On s'attend qu'un philosophe ait patoisé, il réfléchit puis il médite. Mais avec Internet, c'est même merveilleux parce que là, les gens n'ont pas besoin de se déplacer, aller à ton bureau, comme c'était avant la pandémie. On voit ta qualité de ton image est excellente en Internet. Alors, je pense que tu es équipé comme il faut pour pouvoir rencontrer les gens à distance. Des consultations d'un philosophe, c'est pas un psychologue, c'est pas de la psychanalyse, ça ressemble à quoi? Ben, ça dépend, parce que il y a plusieurs façons d'aborder une question, dépendamment du type de question qui vient. Effectivement, on peut l'aborder philosophiquement, on peut simplement échanger, essayer de faire accoucher la pensée, de dialoguer pour comprendre la problématique. Mais j'utilise aussi des outils plus comme l'interprétation des rêves ou l'astrologie, le tarot. Il y a ça me fait penser à un medicine man, un chaman. Oui. Ben, moi, j'ai fait beaucoup de millages. On avait fait une émission où on expliquait qu'en fait, les premiers philosophes grecs, comme Parménide, Héraclite, étaient littéralement des chamans. C'est-à-dire qu'ils étaient décrits non pas comme uniquement des philosophes au sens où nous, on en est venu à les comprendre, à comprendre ce que c'est, mais les philosophes de cette époque-là étaient des physicos, donc c'était des médecins, c'était des voyants, ils avaient accès, ils étaient eux-mêmes des enseignants dans des écoles de mystère où on avait des expériences de confinement, entre guillemets, pour atteindre des états de NDE, des états de conscience altérée. Il y avait aussi des approches, ils étaient même des légalistes, ils produisaient des lois parce que ils étaient en contact avec le daimon qui leur donnait des inspirations d'assez haut niveau pour créer de l'harmonie dans la société. Ils étaient hautement révérés à l'époque. Mais après ça, les philosophes qui ont suivi, disons, Aristote et Platon, on remonte loin, là, sont devenus plus intellectuels. Ouais, c'est ça. Donc, la recherche, ça restait la recherche de la sagesse, les philosophes. C'est l'amour de la sagesse, donc ils cherchaient la sagesse, mais ils la cherchaient d'une façon de plus en plus intellectuelle. Et sont à l'origine du développement de la raison. En fait, les philosophes post-socratiques sont même ceux qui ont introduit cette idée de l'éloignement des divinités. C'est à partir de là que l'expérience est devenue moins psychique et plus rationnelle, allant en fait dans le sens de l'évolution d'une individualité plus rationnelle. C'est devenu la civilisation occidentale telle qu'on la connaît. Donc, les grands philosophes qui ont créé la civilisation occidentale telle qu'on la connaît, c'est les post-socratiques, mais ce qu'il y avait avant, c'était des philosophes très, très intéressants, beaucoup plus proches de personnages comme Lao Tzu ou d'autres chamans de l'époque. Oui, exactement. Alain, on voit que tu as une bonne base. Tu es un gars qui est sorti de l'université quand même, alors c'est pas un gars qui donne l'étiquette philosophe, parce qu'il n'y a pas d'ordre des philosophes au Québec. Il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des acupuncteurs, il y a l'ordre de différents... Non, mais je suis quand même diplômé. Pardon? Mais je suis quand même diplômé en philosophie. Oui, c'est ça. Je le dis ironiquement parce que ce que j'ai développé personnellement, là, c'est vraiment une démarche. C'est un autre comme un peu... j'avais une pancarte ici qui disait... qui sort du moule, dérange la foule. Et j'ai eu plusieurs invités qui ont profité de cet écriteau-là parce qu'ils étaient des gens qui sortaient du moule et ça dérange la foule. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, on ne dérange plus la foule, on fait nos petites affaires dans nos petites cavernes intérieures de nos maisons, puis on peut être en contact avec l'extérieur totalement, mieux qu'avant. Ben écoutez, merci Alain. On se retrouve dans le Club Créé bientôt pour le complément à ce Vidéorandia, parce que là, on est rendu au Vidéorandia numéro 10, on va se rendre à 17 et 18 qu'on fait présentement. Alors tout le monde, c'est un rendez-vous comme ça tous les samedis soirs, en primeur. Quand c'est en primeur, il n'y a aucun commanditaire, aucune publicité sur YouTube. C'est un gros avantage. Et après, vous pouvez toujours le regarder le dimanche matin, le lendemain, etc.
Et c'est toujours un pouce en l'air, très apprécié pour l'équipe. C'est un peu votre signature de satisfaction. C'est bien important pour ma gang. On n'est pas nombreux, vous le savez. Il y a Geneviève Spéral à la réalisation. Il y a Gilles au complément surprenant, qui sont toujours très surprenants et vraiment là, à la pointe de l'information. Moi-même, j'en apprends. Le matin, je me lève, j'allume mon ordi, première chose que je fais, je vais au complément surprenant, voir qu'est-ce que Gilles a trouvé que je n'avais pas pensé, que je ne connaissais pas. Et il y en a à tous les jours. Alors, Gilles Surprenant commence le complément surprenant après la diffusion du Vidéorandia du samedi soir. Dans la nuit de samedi à dimanche, il commence. Le dimanche soir au lundi, il en rajoute. Le lundi au mardi, il en rajoute. Alors, il faut retourner régulièrement dans le complément surprenant pour voir la quantité d'informations. C'est indispensable, je dirais, pour avoir vraiment là, l'ensemble du bouquet de ce qu'on donne ici sur Internet. Et pour les abonnés au Club Créé qui payent pour être abonnés, ben ça, c'est des gens qui veulent aller dans le cœur même de certaines informations. Et justement, je terminais avec Denis Jutras. Il y a une partie avec Denis Jutras qui a été faite et qui va traiter de Bernard de Montréal. On pourrait presque appeler ça la psychanalyse de Bernard de Montréal. Pour le mois de mai, on va parler de Bernard de Montréal. Si vous ne le connaissez pas, commencez à aller écouter des vidéos de BDM, Bernard de Montréal, parce que ça va être un sujet qui va revenir durant le mois de mai. Comme au mois d'avril, on a fait un sujet de physique quantique, entre autres, particulièrement. Voilà. Bien, merci de votre attention. Et Geneviève, comme à l'habitude, va lancer maintenant le générique. Bonne semaine. Après le coucher du soleil, c'est le festival des grenouilles dans les étangs autour de la montagne de Mont-Saint-Hilaire, d'où vous parvient cette émission. Nous étions le samedi 1er mai 2021 pour le Vidéorandia numéro 18. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Notre invité, M. Alain Niala, philosophe consultant. Nous venons de passer rapidement en revue les premiers Vidéorandia de l'année 2021. Pour les abonnés du Club Créé, en privé, il y a la suite, car il reste encore quelques bons Vidéorandia à discuter. La démarche est déjà beaucoup plus initiatique, plus en profondeur. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant, dont le lien est ici en bas, disponible en bas du Vidéorandia. Premier commentaire épinglé. Supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. Recherchiste Louis Ferland. À la régie, Spirale. Conception du nouveau site du Club Créé, François Deschamps. Et dans le Club Créé, vous savez, depuis 2021, nous avons un site dédié dans lequel on peut placer des contenus, dirait-on, plus compromettants que sur YouTube. Alors, c'est l'occasion d'entendre des choses qu'on n'oserait pas diffuser au grand public. Devenez abonné, vous verrez bien. Voici quelques suggestions, extraites de nos archives d'ésotérisme expérimental en rapport avec le contenu de ce qu'on vient d'entendre. Et prenez bonne note des deux adresses ici mentionnées, on ne sait jamais. Merci pour le pouce par en haut, très apprécié. À bientôt.